Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Slobodan Jovanović. Un intellectuel serbe et yougoslave entre deux siècles. Roland Vasić. Slobodan Jovanović. Un intellectuel serbe et yougoslave entre deux siècles. Préface de Stevanka Pavlović. Du même auteur. Mihailović entre Restauration et Révolution, L'Harmattan 2009. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 56 894 5. EAN 9 782 296 568 945. À mes parents. Je dois des remerciements particuliers pour leur sollicitude et leur bienveillance à Madame Antonia Bernard, Messieurs Alexandre Perstoyevitch et Serdan Raelik, mes professeurs, Monsieur Bernard Laurie pour sa confiance, son assistance sans faille, Monsieur Stevan Kosta Pavlović pour sa contribution, son aide, ses éclaircissements et conseils. Merci également à Jean-Arnaud Derins pour ses encouragements, Yves Tomic pour les cartes en annexe, au fond Slobodan Jovanović à Belgrade pour la photographie et à Jérôme Meunier pour son amicale et rigoureuse lecture. Note. L'orthographe du serbo-croate étant strictement phonétique, il suffit pour une prononciation correcte de retenir ces quelques correspondances. PREFACE. Bien que cousin assez lointain de Slobodan Jovanović, qui transcrivit toujours son nom en français Jovanović comme on le faisait le plus souvent à l'époque, mon père Kosta Pavlović, qui lui transcrivait son nom en Pavlović, était après mon grand-père son parent le plus proche. Jovanović fut son professeur à la faculté de droit de Belgrade. Lorsque le gouvernement yougoslave dit d'Union nationale est formé le 27 mars 1941 sous la présidence du général Simović, Jovanović en est un des vice-présidents. Comme tel, il se retrouve à Londres avec le gouvernement yougoslave en exil reconstitué dans la capitale britannique, devenue capitale du camp des Alliés. Pavlović, diplomate de carrière alors en poste à Bucarest, arrive aussi à Londres à la fin de 1941, nommé directeur de cabinet à la présidence du Conseil des ministres, sous Simović d'abord puis sous son successeur Jovanović. Condamné par contumace par le nouveau régime communiste de Tito en 1946, Jovanović continue son exil londonien. Il y forme le Comité national yougoslave qui tâche de rassembler les personnalités des principaux partis politiques, essentiellement à dominante serbe, non communiste. Kosta Pavlović en est le secrétaire général. C'est essentiellement à cette période de l'exil londonien, de 1945 à sa mort en 1958, que se situent mes souvenirs de Jovanović. Le petit hôtel où il habitait Cromwell Road se trouvait à mi-chemin entre notre domicile et le lycée français que je fréquentais. En me rendant en classe ou en revenant de l'école, je faisais le courrier entre mon père et Jovanović, portant messages, lettres, journaux et livres. Je le voyais ainsi plusieurs fois par semaine. À partir de 1951, étudiant à Paris ou à Londres, tout en le voyant moins régulièrement, je continuais de lui rendre visite. Malgré la différence d'âge de 64 ans, il me recevait d'égal à égal. Il s'intéressait à mes lectures, à mes études, à mes recherches. Il me questionnait sur les tendances et les interprétations dans les sciences sociales, mais aussi sur la littérature et le cinéma. Il était curieux de tout. Il avait repris ses travaux de savant, se rendant régulièrement à la bibliothèque du British Museum. Il fut une espèce de directeur de thèse privée au cours de mes recherches pour ma thèse sur la mission en Serbie du premier consul de Grande-Bretagne sous le règne du prince Miloš Obrenović. L'œuvre de Jovanović l'historien est tout à la fois source, analyse et interprétation. Il prend part aux événements, d'abord par son père Vladimir Jovanović. Il participe à toutes les rencontres des années 1930, visant à la recherche d'un compromis. Il a connu beaucoup d'acteurs politiques. Spectateur,
Il étudie les autres systèmes politiques et s'intéresse au fonctionnement des institutions. Il prend en compte les réalités de l'histoire, sans nostalgie du passé et sans vision idéaliste de l'avenir. Il s'oppose au déni de réalité. À bien des égards un homme de la fin du XIXe, avec une sensibilité atypique pour son siècle, Jovanović reconnaît la composante religieuse de la culture diffusée en profondeur, mais n'envisage guère le rôle spirituel de l'Église. Il comprend et accepte les différences historiques. Yougoslave par souci de l'intérêt général, il sait qu'une formation étatique nouvelle apparue au XXe siècle doit reposer sur l'adhésion libre des individus qui vivent sur son territoire. En tout premier lieu sur la confiance des Serbes et des Croates. Il en reconnaît la nature hybride. En tant que constitutionnaliste, Jovanović recherche l'équilibre des pouvoirs. C'est pour cela qu'il prône le bicaméralisme et qu'il redoute le fanatisme des partis. Sensible aux craintes croates, il s'inquiète de ce qu'on appelle alors la question croate. Il voit que l'autoritarisme du roi Alexandre, avec son yougoslavisme imposé par le haut, a renforcé les partis croates tout en affaiblissant les partis serbes, créant ainsi une question serbe. On voit donc Jovanović rechercher comment définir et articuler les intérêts serbes au sein de l'État yougoslave. Il mobilise pour cela les intellectuels sur le terrain de la culture au sein du club culturel serbe. Il sent que pour sauver l'idée de l'État yougoslave, il faut en finir avec l'autoritarisme politique. En même temps, il est conscient de mener cette action dans un contexte international critique qui n'est pas favorable à la recherche d'une voie moyenne entre les composantes yougoslaves. Il est intéressant de retrouver Jovanović tout à la fin de sa vie, en 1957, voir les difficultés que connaîtra la société serbe pour sortir du communisme et d'un cadre fédéral maintenu par la dictature d'un parti unique. Tel est le Slobodan Jovanović dont Roland Vasić étudie le rôle, celui des intellectuels serbes et yougoslaves entre deux siècles, d'intellectuels engagés et pourtant détachés, d'analystes de cette modernité serbe et de ce projet yougoslave auquel il a participé par son œuvre. Reconnu intellectuellement en France dans la dernière décennie de sa vie, alors qu'il était déjà exilé à Londres, par son élection en tant que membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques et d'autres institutions académiques, Slobodan Jovanović demeure pourtant peu connu en France, même parmi les spécialistes de l'Europe du Sud-Est. Roland Vasić comble heureusement cette lacune. Stevan Kosta Pavlović, professeur émérite à l'Université de Southampton. J'aperçois une solution. L'intransigeance combative, contrôlée par une rigueur aussi objective que possible et par une règle absolue de respect d'autrui, de respect de l'ennemi même. Victor Serge Carnet. Introduction. Il est peu de domaines de la culture de son pays où Slobodan Jovanović n'ait manqué de s'attarder, y faisant valoir un regard curieux, attentif et critique. Issu d'une première génération d'intellectuels dans un État-nation en formation, l'étendue des connaissances à embrasser, pour un jeune Serbe désireux de prendre part à ce mouvement, plongé aussi dans l'univers intellectuel de l'ensemble européen, est difficile à mesurer. Présenté le plus souvent comme juriste spécialiste de droit constitutionnel et historien de la Serbie du XIXe siècle, Slobodan Jovanović n'en est pas moins également introducteur de la sociologie alors que la discipline en est à se constituer, féru de philosophie politique, lecteur et critique de Platon et Marx en passant par Machiavel, Hobbes et Montesquieu, il est attentif aux débats contemporains menés entre autres par Max Weber, Carl Schmitt, Hans Kelsen, Vilfredo Pareto ou après la Seconde Guerre mondiale s'. Agissant de la question du totalitarisme, critique littéraire reconnu, au style remarquable, Jovan Skerlik le décrit ainsi. Un esprit clair, une intelligence rigoureuse, il écrit de façon cristalline dans un style limpide, concis et précis, sans rhétorique pesante, de manière originale et très littéraire. 2. Et grand amateur de musique, de peinture et de dessin. Toute la diversité des créations humaines semble capter son attention. Dans les 20 dernières années de sa vie, il s'impliquera directement dans l'organisation de la vie en société par excellence, l'activité politique. Le cours d'une vie d'études et de rencontres lui a permis de rendre témoignage, de première main, des divers aspects de la vie en Serbie et en Yougoslavie, mais pas uniquement sur une période de plus d'un siècle.
Condamné par le régime communiste de Tito, en 1946, à 20 ans de travaux forcés par contumace, à la suspension de ses droits civils et politiques pour 10 ans, à la déchéance de sa nationalité, son travail a été l'objet d'un ostracisme de plus de 40 ans. C'est une nouvelle parution de ses œuvres complètes, en 1990, qui permet de le redécouvrir par-delà un cercle d'initiés et de proches en exil et au pays, qui parvenaient à le lire avec toute la discrétion nécessaire. Slobodan Jovanović n'a cessé jusqu'au crépuscule de sa vie d'apprendre le grec ancien dans ses dernières années, d'écrire, de transmettre, de se soucier à la fois des affaires du monde et de celles de son pays. Enfin, la Cour de Belgrade a prononcé sa réhabilitation le 26 octobre 2007. Il ne peut faire de doute que la figure de Slobodan Jovanović est précieuse. Écrivain, professeur, il est un savant qui s'évertue à mettre en lumière l'héritage du passé et les virtualités du présent. Il tend un miroir à une jeune nation souvent plongée dans le tumulte. Son actualité est flagrante comme nous pourrons le voir à maintes reprises. Son travail renseigne avec rigueur et clarté, fournissant une vue d'ensemble sur presque toute l'ère moderne en Serbie et en Yougoslavie monarchique. Il fait foi également des efforts scientifiques qui y sont déployés, notamment des échanges avec l'Europe occidentale. Nous verrons combien, alors que les autorités communistes ont véhiculé l'image d'un chauvin grand serbe et conservateur bourgeois, il est à milieu d'une mythification du passé et du destin national, ou d'une complaisance pour quelque tradition ou autorité que ce soit. L'objet du présent texte est limité à des moments de l'histoire politique de la Serbie moderne, du début des insurrections contre l'Empire ottoman en 1804 jusqu'à la création de l'État commun yougoslave en 1918, et de la Yougoslavie royale, à la fois tels que Slobodan Jovanović les analyse, en rend compte mais aussi y participe. L'intention a été de rendre au mieux la perception historique de cet auteur concernant la nation serbe et son rapport à la modernité politique. L'appréhension du projet yougoslave entre également dans ce cadre. Les questions suivantes seront abordées. Les fondations de l'État serbe moderne, ses institutions primordiales et leur développement, la création de l'État commun yougoslave, son évolution jusqu'à l'instauration du régime communiste, la question des relations serbo-croates qui le parcourent tout au long et en particulier, le problème du fédéralisme posé jusqu'en exil. La nature même des textes étudiés varie en fonction de ces questions. Certains sont extraits d'un ensemble exhaustif d'ouvrages sur les pouvoirs successifs de 1838 à 1903. Des articles publiés par l'auteur pour compléter cette somme sont pris en considération également. D'autres sources sont des essais d'histoire politique plus ou moins développés, des portraits ou des ouvrages de type manuel destinés aux étudiants. D'autres encore sont des mémoires où l'expérience vécue est au centre, même si elle est mise en perspective. Par ailleurs, ce dont rend compte Slobodan Jovanović a dû être précisé, resitué au moyen d'informations complémentaires. Le souhait qu'apparaisse, par-delà les événements historiques et leurs relations, une perception particulière, générale et suffisamment cohérente de l'évolution des Serbes dans l'ère moderne a rencontré la difficulté de cette hétérogénéité des sources et des points de vue. Dans un premier temps, une évocation de ce qui fonde en théorie l'orientation de notre auteur est instructive. Quand Slobodan Jovanović devient une figure de l'élite intellectuelle, c'est en premier lieu au titre de professeur de droit. L'objet principal de son expertise est l'État, considéré à la faculté de droit de Belgrade comme un domaine d'étude majeur des sciences juridiques. Son traité sur l'État, d'abord publié en 1906 sous le titre Osnovi pravne teorie Jodravi, les fondations d'une théorie juridique de l'État, est fondé en bonne part sur les options que défend l'école de droit allemande dite Staatslehre, étude de l'État. Ses représentants principaux sont Georg Jelinek et Hans Kelsen, que notre auteur a étudié et qu'il cite abondamment, alors qu'il est plutôt avare de références explicites et de renvois à d'autres ouvrages. Ces auteurs combinent des approches juridiques, sociologiques et philosophiques pour appréhender le phénomène étatique et sa singularité. Max Weber est une de leurs sources d'influence majeure. Slobodan Jovanović prend également à son compte les apports théoriques du fondateur de l'école dite du service public, le Bordelais Léon Duguay-III. Si la discipline juridique est à la base de sa formation intellectuelle, nous savons l'intérêt qu'il porte à l'ensemble des sciences humaines ainsi qu'aux différents modes d'expression et de création.
Notre auteur est un érudit difficile à classer. Les activités pour lesquelles il est consacré se trouvent liées à l'influence d'une école et de maîtres à penser, mais l'étendue de sa curiosité n'en est pas pour autant réduite. Slobodan Jovanović ne dédaigne aucun auteur, aucun courant de pensée marquant l'époque ou considéré comme classique. Il s'efforce par exemple de comprendre l'apparition du socialisme en Serbie et les succès populaires des radicaux. Bien qu'il se soit positionné comme un adversaire précoce des radicaux, il ne traite avec aucun mépris ni aucune malhonnêteté leurs leaders dans les portraits qu'il dresse d'eux, Svetozar Marković, Pera Todorović et Nicolas Pašić. Son essai sur Karl Marx est apprécié comme l'un des plus éclairants écrits en langue serbe. Il qualifie l'apport de l'auteur du Capital aux sciences sociales de fondamental, même s'il en critique les aspects messianiques, le déterminisme matérialiste et la focalisation sur la lutte des classes comme seul moteur à l'œuvre dans la société et l'histoire. Favorable au régime de la monarchie constitutionnelle et parlementaire tel qu'il a été mis en pratique par les Britanniques, il ne ménage pas ses critiques des souverains, de leurs qualités personnelles et de leurs actes politiques. Il cultive nombre d'amitiés parmi les militants républicains et de gauche, et se garde bien d'être un courtisan alors qu'il a aussi été en relation étroite avec les milieux dirigeants. De manière à éclairer ce parcours et cette œuvre, il convient de revenir sur le milieu d'où est issu et où a évolué Slobodan Jovanović. Histoire familiale. Slobodan Jovanović naît à Novi Sad le 3 décembre 1869. Vladimir et Jelena, ses parents, y résident en territoire habsbourgeois depuis leur mariage moins de 2 ans auparavant, hors de leur Serbie d'origine. Jelena Marinković, née en 1850, est la fille d'un commerçant prospère, Maxime, décédé peu après sa naissance. Elle grandit dans la maison où sa mère, Alexandra, qui a repris à son compte l'affaire familiale suite à de nombreux déboires, héberge, à partir du printemps 1867, Vladimir Jovanović, un militant politique déjà connu. Celui-ci est né en 1833 à Šabac, dans une famille venue du Srem et probablement auparavant du Kosovo. Son père est artisan fourreur. Sa mère est originaire du Monténégro, fille d'un capitaine de Karađorđe à l'époque de l'insurrection de 1804, Ostoja Spuz. Le jeune Vladimir, élève remarqué à Šabac, obtient une bourse pour poursuivre ses études à Belgrade. Il s'y installe en octobre 1848 grâce à des relations de son père, les frères Dimitrij et Matija Matić. Le premier est un professeur réputé, qui a étudié à Heidelberg, à Berlin puis à Paris. Ses convictions libérales, il défend dans son manuel les principes de droit étatique raisonnable, l'idée selon laquelle l'État se justifie par la légalité même qu'il institue et le principe de la souveraineté populaire 4, opinion peu commode à défendre alors, marque le jeune Vladimir tout comme l'ambiance revendicative dans une partie des milieux les plus cultivés en cette période révolutionnaire en Europe. Il mène ses études avec brio et obtient une bourse pour l'étranger. Il part en 1853 pour la faculté d'agronomie d'Altenbourg, Mosonmagyarovar, dans le nord-ouest de la Hongrie actuelle, puis pour celle plus renommée d'Hohenheim, près de Stuttgart. De là, il se rend à Bruxelles puis Paris dans le but de visiter l'exposition universelle de 1855. Il rentre à Belgrade en mars 1856. Au travers des questions économiques, il critique de plus en plus les autorités et mêle sa voix à celle de Milovan Janković et Jevrem Grujić, militants libéraux qui animent en 1858 l'Assemblée nationale de la Saint-André, Sveto-Andrejska Skupština. Vladimir est le secrétaire adjoint de cette assemblée, laquelle provoque le retour de Miloš Obrenović, et voit les libéraux se constituer en premier véritable parti politique en Serbie. Sa formation intellectuelle initiale repose sur les travaux de l'économiste allemand Karl Rau et ceux du français Frédéric Bastiat. Plus tard, il se référera davantage au sociologue Herbert Spencer et à John Stuart Mill. À partir de 1858, il s'intéresse plus particulièrement aux faits politiques et adopte comme modèle le libéralisme constitutionnel anglais. Devenu professeur au premier lycée de Belgrade, il se trouve en butte aux autorités et doit quitter le pays pour la Suisse en 1864. Il y rencontre les révolutionnaires russes Herzen et Bakounine, entre en contact avec le leader des libéraux britanniques et futur Premier ministre Gladstone, le patriote italien Mazzini, les républicains français Édouard Quinet, Jules Favre et Jules Ferry. De Pest où il rejoint Svetozar Miletic,
leader des libéraux serbes de Hongrie, il va s'installer à Novi Sad en 1866. Quand son fils, à qui il donne le prénom inconnu et choisi à dessein de Slobodan, libre en serbe, vient au monde, il est mobilisé par les activités de l'organisation Ujedinjena Omladina Srpska, la jeunesse serbe unie, dont il sera question plus longuement dans la première partie. Auparavant, il aura été emprisonné 7 mois, jusqu'en janvier 1869, par les autorités hongroises suite à l'assassinat en Serbie du prince Mihailo Obrenović. Sa jeune épouse participe également de ses activités, animée des premières convictions féministes. Il va sans dire l'importance du milieu où naît et évolue l'enfant Slobodan, qui verra venir au monde une sœur prénommée Pravda, Justice, le 15 juin 1871. À la fin de cette année également, la famille s'installe à Belgrade, après un retour en grâce auprès des autorités serbes qui ont confié à Vladimir la mission de plaider la cause nationale à Paris. Education et formation intellectuelle. Slobodan Jovanović fera état plus tard des méthodes éducatives appliquées par son père, et qui détonnent avec celles en vigueur couramment alors. Autorité parentale sans punition corporelle, rareté des sanctions, influence par l'exemplarité du comportement. Les premières lectures confiées à l'enfant sont les chants populaires serbes et les romans de Jules Verne. Vladimir a pour principes cardinaux, la science, la liberté et la nation. 5. Le jeune Slobodan intègre le collège, gymnase, établissement d'enseignement secondaire ainsi nommé en Suisse et en Allemagne notamment. Prva Beogradska Gimnazija, en 1879, réputé le plus libéral à l'époque, étudiants et collégiens étant autorisés à s'y côtoyer. Les programmes alors sont élaborés sous l'autorité du ministre Stojan Novaković, qui veille à faire de cet établissement le meilleur de Serbie. Les sciences naturelles et les mathématiques sont particulièrement valorisées. Slobodan Jovanović y regrettera a posteriori la faiblesse de l'enseignement du grec et du latin. Il étudie l'allemand première langue étrangère, puis le français. Les cours de serbe dispensés par des élèves du linguiste réformateur Ura Danicic lui apparaissent d'un très bon niveau. Il loue l'ensemble de ses professeurs pour leur dévouement, leur sérieux et leur foi dans l'avenir de la nation. Après l'obtention de son baccalauréat en 1886, son père décide de partir à l'étranger afin que ses enfants puissent y poursuivre leurs études. Ce sera Munich, Zurich puis finalement Genève où Slobodan est inscrit en octobre 1887, à la faculté de droit de l'université, bénéficiant d'une bourse du ministère serbe. Il obtient sa licence en 1890 et décide, alors que l'aide gouvernementale ne peut être renouvelée, de se spécialiser en droit constitutionnel et sciences politiques à l'École libre des sciences politiques de Paris. Carrière et écrit. Le jeune étudiant parisien n'a pas les moyens matériels de poursuivre en deuxième année. Il rentre à Belgrade en octobre 1891 pour se mettre, comme il se doit, à la disposition des autorités. Un poste de secrétaire dans une cour de justice locale lui est d'abord confié. En 1893, il est nommé attaché de légation à Istanbul où il prend connaissance des projets du ministre de Serbie, l'historien Stojan Novaković, en vue de défendre les intérêts des Serbes demeurés sous la souveraineté du sultan. L'année suivante, il est chargé au ministère des Affaires étrangères à Belgrade des missions de propagande, dont les vecteurs sont l'éducation et l'appartenance religieuse, en Macédoine. Il noue des relations cordiales avec Milovan Milovanović, son supérieur hiérarchique, futur diplomate et ministre de renom. Par ailleurs, il publie ses premiers articles dans le journal Red, l'Ordre, qui défend des options conservatrices et s'oppose au parti radical. Il s'agit de textes sur la littérature, qu'il signe du pseudonyme Risk et des 2 initiales de son nom. Il collabore déjà avec Pavle Popović, Zivojin Perić et Ljubomir Nedić. Novaković, nommé en 1895 chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, fait de Slobodan Jovanović son secrétaire. Après de nouvelles critiques sur le théâtre, il publie son premier texte en rapport direct avec sa formation universitaire, sur le contrat social, de Jean-Jacques Rousseau, dans la revue Srpski Pregled, la chronique serbe, que vient de créer Nedić. Il collabore ensuite à la revue Zora, l'Aube, de Mostar. En 1897, il est nommé professeur extraordinaire de droit constitutionnel à la faculté de droit de la Grande École,
Velika Škola qui deviendra l'université de Belgrade en 1905, là où son père a enseigné l'économie avant lui. Sa conférence inaugurale a pour thème « La souveraineté ». Il publie en 1899 des travaux sur Jovan Hadžić, un des premiers légistes serbes, à l'occasion du centenaire de sa naissance, sur le bicaméralisme et sur l'Assemblée nationale. L'année suivante, il est promu et nommé professeur ordinaire à la faculté de droit. En 1901, il est de l'équipe d'anciens lycéens du premier collège de Belgrade qui fonde Srpski Nicevni Glasnik, le messager littéraire serbe. Jaza M. Prodanović, Ljubomir Jovanović, Ljubomir Stojanović, Svetislav Simić, Bogdan Popović et lui manifestent des goûts littéraires et des orientations politiques éclectiques, tous adversaires cependant du souverain Alexandre Obrenović. La revue va pourtant trouver une dynamique forte au travers de cette diversité et devenir la référence majeure de la littérature serbe pendant la première moitié du XXe siècle. Slobodan Jovanović, Bogdan Popović et Jovan Škerlić, initiateurs également de cette entreprise, peuvent être considérés comme les trois personnages qui fixent les standards littéraires serbes de la période. La revue, qui donne leur chance à la plupart des jeunes talents, prospérera pendant 40 ans. Slobodan Jovanović publie en 1901 SRPSK au Bugarski Rat, la guerre serbo-bulgare, l'année suivante Angleski Parlamentarizam, le parlementarisme anglais, et en 1903 Svetosar Marković. Il est élu membre correspondant de l'Académie royale serbe des sciences et des arts en février 1905, puis membre de plein droit en février 1908. Dans l'intervalle, il s'est révélé par des textes qui établissent sa réputation de spécialiste. Na Ustavno pitanje u 19v. Notre question constitutionnelle au XIXe siècle, 1905, Osnovi pravne teorie Jodravi, fondement d'une théorie juridique de l'État, 1906, Ustavno pravo Kraljeva in Serbije, le droit constitutionnel du royaume de Serbie, 1907, et Machiavelli, étude sur le machiavélisme en tant qu'idée politique, 1907. À partir de 1907, il rédige régulièrement une chronique parlementaire, publié dans la revue de la faculté de droit Arrive Zeda Pravne i Drustven Nauk jusqu'en 1924, interrompu entre 1914 et 1920. En 1911, il présente devant l'Académie comme discours inaugural en tant que nouveau membre son étude historique Ustav Obranitelji Njihova Vlada, 1838 à 1859, les défenseurs de la Constitution et leur régime, 1838 à 1859. Pendant les guerres balkaniques de 1912 et 1913, il est chef du bureau de presse du haut commandement de l'armée. La position d'intermédiaire entre les journalistes et les militaires ne lui convient guère. Il occupe cependant le même poste durant les 2 premières années de la Grande Guerre et sympathise avec le chef des services de renseignement de l'armée, le renommé Dragutin Dimitrievitch Apis. Ce dernier a fait partie du groupe d'officiers qui a préparé l'assassinat du roi Alexandre Obrenović en 1903. Leader de l'organisation nationaliste La Main Noire, Dimitrievitch a aussi aidé les membres de la jeune Bosnie à s'armer et à passer de Serbie en Bosnie, fomentant l'attentat contre l'archiduc François Ferdinand en juin 1914 à Sarajevo. Slobodan Jovanović fait la retraite d'Albanie en 1915 et se trouve l'année suivante, en mai, sur le nouveau front à Salonique, toujours auprès du haut commandement. Le prince héritier Alexandre, Karađorđević est chef de l'armée, que Slobodan Jovanović rencontre là pour la première fois et avec qui il a des entretiens, craint l'influence d'Api parmi les officiers et va organiser un procès contre le colonel. Celui-ci sera condamné à mort et exécuté en juin 1917. Slobodan Jovanović, du fait de ses liens avec Apis, est éloigné. Envoyé à Corfou, il se voit chargé de mission pour le ministère des Affaires étrangères. Le chef du gouvernement radical Nicolas Pašić sait le peu de sympathie qu'il porte à son parti, mais se refuse à se passer de ses compétences. Il le charge de préparer la politique légale à venir de la Serbie et l'envoie à Paris en février 1917. Slobodan Jovanović est de nouveau à Corfou au moment de la signature de la déclaration éponyme, en juillet, entre le gouvernement serbe et le comité yougoslave. Il débat notamment avec Bogumil Boniak, un membre slovène du comité, sur les agencements futurs de l'État commun yougoslave et en particulier les possibilités du fédéralisme.
Début 1918, il passe quelques mois à Nice et Beaulieu sur la Côte d'Azur, interrompant sa collaboration avec le gouvernement Pazzi. À l'automne, à l'appel de Mihailo Gavrilović, il retourne à Corfou, nommé en novembre au comité central de la Commission internationale pour la reconnaissance des violations de la Convention de La Haye. L'année suivante se déroule la conférence de paix à Paris. Slobodan Jovanović est membre de la délégation yougoslave. Il est actif principalement sur la question de la responsabilité de l'Autriche dans le déclenchement de la guerre et dans l'élaboration d'un traité de paix avec ce pays. Il initie une résolution commune avec la Grèce et la Roumanie pour obtenir un accord avec la Bulgarie 6. Pendant son séjour en France, Jovanović prépare également le livre à paraître en 1920, Vodji Francuske Revolucije, les leaders de la Révolution française. Plutôt qu'un travail d'histoire proprement dit, il le conçoit comme relevant de la sociologie politique. À partir des portraits de Mirabeau, Dumouriez, Danton et Robespierre, l'ouvrage rend compte des courants et du cours principal des événements en une synthèse brillante et claire. Ayant retrouvé sa chaire d'enseignement, il poursuit sa chronique parlementaire et entame une nouvelle série de la revue Serbski Dnevni Glasnik avec Bogdan Popović. L'essentiel de son activité concernant la fondation de l'État yougoslave sera l'objet du chapitre intitulé « Engagement et analyse de la fondation du nouvel État des Serbes, Croates et Slovènes » de la seconde partie. Slobodan Jovanović est nommé recteur de l'Université de Belgrade une seconde fois, en 1920, après l'avoir été en 1914. Son père, Vladimir, décède le 3 mars 1922. Il avait été ministre des Finances entre 1876 et 1880, actif en politique jusqu'à la fin du siècle, puis avait écrit et entrepris la rédaction d'un dictionnaire politique, Politiki Rečnik, œuvre unique en serbe, en plusieurs volumes, restée inachevée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.